Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus à notre événement. On a décidé d'en faire 4 avec le cabinet Koskas, qui est un partenaire de longue date du cabinet Sextant. Donc voilà, vous avez la chance d'avoir réuni autour de cette petite table la fine fleur du conseil au CSE, quoi. Hein. Donc avec un avocat, donc Roger, et un expert comptable, donc moi-même. Et donc tout ça pour parler d'un sujet complètement minoritaire, il faut bien le dire, puisque ce dont on va parler, donc tous les dispositifs que les DRH utilisent pour adapter ou réduire l'emploi, ça représente environ 1000 accords par an. 1000 accords par an, c'est 1% du total des accords qui sont signés chaque année d'après le bilan national de la négociation collective. Donc c'est un sujet minoritaire par rapport à l'organisation du temps de travail, par rapport aux rémunérations, même par rapport au dialogue social avec tous les accords sur la constitution des CSE. Mais c'est un sujet qui vous occupe beaucoup en tant que secrétaire et délégués syndicaux, et surtout qui provoque des charges mentales assez fortes parce que c'est des négociations à très fort enjeu puisque ça touche l'emploi. Voilà, donc dans les 1000 accords, d'après le dernier bilan national, il y a 203 accords sur des PSE, c'est la moitié des PSE en fait. La moitié des PSE sont négociés. Il y a une centaine de ruptures conventionnelles collectives. Il y a 130 APC, des accords de performance collective. Donc c'est loin d'être un dispositif minoritaire, simplement on n'en parle pas trop. Il y a aussi en moyenne une centaine de dispositifs Transco qui sont mis en place, et ce qui occupe le plus d'accords chaque année, c'est la GPEC ou la GEPP, donc 400 accords. Alors on y reviendra, hein, la GEPP, c'est pas forcément faire partir les gens, mais dans un certain nombre d'entreprises, c'est utilisé pour ça, enfin notamment pour ça. Voilà, donc l'idée en fait de cette conférence, c'est de faire un tour d'horizon. On ne va pas rentrer dans le détail de chacun des dispositifs, mais c'est de comprendre pourquoi il y a une boîte à outils aussi développée. C'est une boîte à outils, avant il y avait surtout le PSE, hein. Puis à partir de 2017, il y a des tas de nouveaux outils qui ont été mis en place. Et voilà, et ces outils, ils n'ont pas les mêmes objectifs, et ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que le PSE. Par contre, c'est tous des dispositifs qui sont à négocier. Voilà, et bon, parce que donc il y a des pratiques à connaître, des conseils à vous donner. Et donc l'idée de cette conférence, c'est que vous connaissiez cet éventail d'outils et que vous ayez les principaux conseils. Ensuite, bien sûr, quand vous serez confronté à telle ou telle situation, il faudra que vous alliez chercher davantage d'informations. Alors, je précise que le support que nous allons utiliser, il vous sera envoyé après la conférence. Alors, on va donc commencer par une petite intro. Alors, ah oui, j'utilise dans le mauvais sens. Alors, voilà, avec une petite cartographie des dispositifs. Donc, vous retrouvez les termes que j'ai utilisés. Et alors, il y a un dispositif que je n'ai pas cité, c'est l'APLD Rebond, qui est donc la version 2025 de l'APLD, enfin de l'activité partielle, telle qu'elle a été mise en place par la crise sanitaire, avec des paramètres un petit peu différents, mais pour l'essentiel, c'est la même chose en fait. Donc un dispositif qui a eu un grand succès pendant la crise sanitaire et qui peut être utilisé dans certains types de contextes aujourd'hui. Donc en fait, quand l'entreprise a des difficultés, elle a différents moyens en fait de les résoudre. Hein, et vous, en tant que négociateur, vous pouvez aussi vous poser la question de quel serait le chemin le plus adapté ou le dispositif le plus adapté pour
traverser une zone de difficulté. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'attendre que ça vous tombe dessus. Vous pouvez prendre les devants si vous l'estimez nécessaire. Mais donc vous voyez, vous avez des dispositifs. Alors à gauche, c'est tout ce qui est coercitif, c'est-à-dire le salarié n'a pas le choix, ça s'impose à lui. Et à droite, c'est des dispositifs qui reposent sur l'engagement volontaire du salarié dans les dispositifs. Et sur l'axe vertical, il y a tout ce qui est... La différenciation se fait plutôt sur dispositifs court terme, long terme. Court terme en haut, long terme en bas. Donc des choses qui sont... voilà, la GEPP par exemple, c'est un dispositif qu'on négocie généralement pour une période de 3 ans. Et les autres dispositifs type Transco, ça se déploie aussi dans le temps. Tous les autres dispositifs sont plus ponctuels, en fait. Voilà. Et donc, ce que vous pouvez constater aussi, c'est que, à part le PSE qui peut se mettre en place de façon unilatérale quand on est une entreprise, tout le reste suppose une négociation, donc un accord. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas d'accord, le dispositif ne se met pas en place. Parce qu'on va voir quelques dispositifs qui font parfois un peu peur. Il faut bien se dire que tant que vous n'avez pas signé, il ne se passe rien. Donc, et c'est un levier essentiel dans la négociation, c'est que l'entreprise a besoin de vous. Donc il ne faut jamais l'oublier. Et donc vous n'êtes jamais obligé de signer ce qu'on vous propose. Voilà. Donc on va passer donc à la suite. Je précise aussi qu'il y aura des questions après chaque séquence. Donc vous n'êtes pas parti sur un tunnel de 1 heure ou 1 heure et demie. Toutes les 5-10 minutes, il y aura une période. Alors, je vais passer la parole à Roger. Donc pour la suite, voilà. Alors, bonjour à tous. Moi aussi, je suis très heureux d'être à côté de Christian ce matin encore. C'est quelques matins qu'on a passé ensemble à présenter des plans juridiques, des conférences. Et donc, ça fait toujours plaisir de se retrouver, surtout devant un tel public. Alors, c'est une question complexe, les restructurations, vous l'avez bien compris. Et c'est une question complexe parce qu'elles sont en réalité mal étudiées. Vous avez des chercheurs auxquels je vous référerai, qui sont Rachel Beaujolin et Caroline Schmitt, qui ont écrit sur les restructurations. Et en fait, il y a un truc très curieux dans les restructurations. Il n'a jamais été mesuré l'impact que ça pouvait avoir, positif ou négatif. Jamais on a pu mesurer. Il n'y a jamais eu d'études sur l'effet des restructurations. Alors, ils ont réussi à mettre certaines causes dans les réorganisations. Ce qu'il y a souvent, c'est que les réorganisations importantes où il y a des moyens, où il y a des PSE, où il y a des RCC, où il y a des GEPP, c'est souvent des réorganisations qui traitent soit pour améliorer les l'EBITDA, pour améliorer les valeurs financières de l'entreprise et essayer de faire en sorte, en jouant sur un des agrégats de l'EBITDA le plus rapide, de gagner de l'EBITDA, soit ça peut être pour finir de mettre en place une délocalisation qui a déjà commencé il y a quelques années, et souvent les gens s'en aperçoivent parce qu'il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus rien dans les sites, et puis finalement arrive le PSE, mais qui n'est que la conséquence de la politique de désinvestissement. Et aussi, c'est assez amusant, enfin amusant, ça pourrait même faire pleurer, c'est des réorganisations effet de mode. Parce qu'il suffit qu'il y ait un cabinet dans un domaine d'activité qui est dit small is beautiful. Par exemple, on peut prendre pour ceux qui travaillent dans les laboratoires pharmaceutiques, souvent on dit il faut moins de visiteurs médicaux. Et tout de suite après, on voit l'ensemble des labos qui font une réorganisation dans la visite médicale. Donc il y a aussi un effet de mode qui joue dans cette grande réorganisation. Donc vous l'avez compris, dans ce que vous a présenté Christian sur les dispositifs de réorganisation de l'entreprise, il faut avoir en tête, alors on peut avoir plusieurs manières de présenter. Il y a 2 dispositifs qui touchent au contrat de travail dans sa modification. D'accord ? C'est le temps partiel, rebond, et c'est l'APC. Donc ça touche au contrat de travail, comment on modifie le contrat de travail. Il y en a 4 qui touchent à la rupture du contrat de travail. Il y en a 2 qui se mettent en place par la voie unilatérale, et il y en a 2 qui se mettent en place par la voie conventionnelle. Les 2 unilatéraux, c'est bien évidemment le PSE et le PDV. D'accord ? C'est la version procédure de licenciement économique. Et ensuite, la GEPP ou la RCC se mettent en place avec
la signature d'une organisation syndicale majoritaire. Alors, il y a eu bien évidemment la question des PSE et des PDV qui ont connu qui était le seul gros mode de réorganisation jusqu'aux années 2017. Et à compter de l'année 2017, il y a une petite révolution. Bien sûr, il y a eu les RCC. Bien sûr, il y avait déjà la GEPP, mais il y a la révolution, elle tient à quoi? À la question de la fiscalité des indemnités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait une égalisation des systèmes de fiscalité sur les indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture, les 4 modes de rupture du contrat de travail sont devenus utilisables, j'allais dire presque interchangeables en fonction bien évidemment des partenaires sociaux dans l'entreprise, mais aussi de la volonté de l'employeur de faire une réorganisation plutôt soft ou une réorganisation plutôt hard. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que 2017, c'est l'uniformisation de la fiscalité sur les indemnités de rupture, donc ce qui a fait, bien évidemment, pour la GEPP qui était tombée un peu en désuétude, qui a fait un nouveau rebond de la GEPP. Alors, maintenant, pour bien comprendre, quand vous allez rentrer dans la discussion de ces mesures, pour avoir en tête ce qui est en jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que le licenciement économique, qui est la mise en cause en fait originelle des motifs du contrat de travail, présuppose, et les procédures de PSE présupposent, 3 éléments extrêmement importants. Premier élément, qui est une vieille règle, mais qui est la règle la plus, j'allais dire, la plus importante lorsque vous allez rentrer dans la discussion des PSE, la discussion des réorganisations, quel que soit le mode de rupture que vous allez choisir, ce qui vous tient, ce qui vous donne du droit, c'est le droit au reclassement. Et plus l'entreprise va être importante, plus le droit au reclassement va être fort. D'accord ? En réalité, c'est le droit au reclassement qui est, entre guillemets, acheté dans le cadre de ces négociations. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est la question de l'égalité de traitement. Alors, pourquoi on parle d'égalité de traitement ? L'égalité de traitement, vous avez entendu parler des critères d'ordre de licenciement. Les critères d'ordre de licenciement, c'est quoi ? C'est dire, on garde le plus ancien. On garde celui qui a des difficultés de réinsertion. On garde celui qui a le plus d'enfants. Bon, bref, vous connaissez tous ces critères-là. Donc, on a mis une règle d'égalité. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a le critère des compétences professionnelles aussi, mais le critère des compétences professionnelles ne peut pas être à lui seul le seul déterminant. Donc, il faut tenir compte des autres. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de règle qui a été mise en place. Dire, voilà, tu dois choisir celui-ci plutôt que celui-là. Et bien évidemment, quand on se retrouve face à un plan de sauvegarde de l'emploi, quand on se retrouve face à une mise en cause de l'emploi dans l'entreprise, souvent, et ceux qui ont déjà assisté à ça, on a plus l'impression que l'employeur a fait un marché de ceux qu'il veut garder et de ceux qu'il veut voir partir. Et donc, vous voyez bien que la règle de l'égalité de traitement peut être une contrainte. D'accord ? Donc, vous allez voir se multiplier ce qu'on a appelé tout ce qui est le contentieux des catégories professionnelles. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà assisté à des PSE, mais la cristallisation du PSE se trouve autour de la question du paramétrage des catégories professionnelles. D'accord ? Comment on va choisir entre 2 salariés ? Alors, il y a eu des plans sociaux qui ont été très rigolos, notamment j'en ai eu un dans la pharmacie, 267 suppressions de postes, 267 catégories professionnelles. Bon, sans aller jusqu'à cette caricature, on voit bien qu'arrivent des noms de métiers que personne ne sait ce que ça signifie dans la vraie vie. C'est-à-dire que si vous avez ce métier-là, vous ne pouvez plus jamais retrouver un travail. Non, mais le mec est tellement spécialisé dans l'intitulé de sa fonction, vous voyez bien qu'il ne peut pas faire autre chose. Donc là encore, on a toute une série de techniques qui sont utilisées par les employeurs pour essayer d'éviter la question de l'égalité de traitement. Et vous, représentants du personnel, c'est sur ça que vous devez vous appuyer, c'est un point très important. Alors après, le dernier point, même s'il devient un peu résiduel, mais qui est quand même un point qui mérite votre attention, notamment lorsqu'on parle de PSE, ça va être
le motif économique. Alors certes, il vient en dernier lieu, mais c'est quand même un point sur lequel un débat doit avoir lieu, dans le débat dans lequel les experts sont bien évidemment, sur tous ces points-là, les experts sont importants, mais en plus sur la question du motif économique. Alors, pourquoi il y a eu un glissement ? Il y a eu un glissement, pourquoi ? On se rend bien compte que le législateur, qu'est-ce qu'il a mis en place ? Il a mis en place des dispositifs par le biais du volontariat qui permettait d'éviter le reclassement interne, qui permettait d'éviter l'égalité de traitement. Puisque si la personne est volontaire, il n'y a pas d'égalité de traitement, puisque c'est lui qui est volontaire. D'accord ? Et donc, quand on va vous faire discuter des RCC, quand on va vous faire discuter des GEPP, ce que vous devez avoir en tête, c'est qu'en réalité, on vous fait discuter l'abandon du droit au reclassement et l'abandon des règles d'égalité de traitement. Donc, encore une fois, on va vous donner quelques techniques, mais ce qui est important, c'est de savoir exactement ce sur quoi vous négociez lorsque vous rentrez dans une discussion d'un de ces 4 dispositifs, c'est-à-dire que vous discutez de la question du reclassement et de la question de l'égalité de traitement. Bien évidemment, la question aussi du motif est importante, parce que moins une entreprise a de motif, plus on peut discuter, comme on dit, le bout de gras dans le cadre des mesures sociales. Donc, retenez bien, et que si jamais il y a un contrôle, on parlera aussi de la question du contrôle par l'administration, le contrôle, n'oubliez jamais que le contrôle, aujourd'hui, tel qu'il est organisé par l'administration, tel qu'il est organisé par la loi, tout le contrôle en droit du travail, est passé... Vous savez, jusqu'en 2013, alors je suis un vieil avocat, mais jusqu'en 2013, on plaidait beaucoup devant ce qu'on appelait les juges des référés. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu cet office du juge des référés, c'était le juge des loyautés. On disait, ils n'ont pas donné toute l'information, ils n'ont pas donné tout ça, donc ils ne sont pas comportés loyalement. Donc le juge des référés avait le pouvoir de blocage. Mais aujourd'hui, on a retiré ce juge des loyautés et on est passé à un contrôle de l'administration. D'accord ? Et ce que vous devez retenir, c'est qu'on est passé de la loyauté à une forme de loyauté formelle. À partir du moment où formellement j'ai donné l'impression de respecter la règle, c'est fini. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, dans le contrôle qui est passé, qui a basculé du côté de l'administration du travail, quand vous êtes en voie de contestation de contrôle du PSE, et c'est un point essentiel à retenir. Vous n'êtes pas en contestation de l'employeur, vous êtes en contestation du travail de contrôle de l'administration. Je ne sais pas si je suis clair dans l'explication. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui vont saisir le tribunal administratif, parce qu'il y a une décision d'homologation ou de validation, plus souvent d'homologation, les gens qui vont saisir le tribunal pour ça administratif, le tribunal administratif va contrôler le travail de l'administration, pas le travail de l'employeur. D'accord ? Est-ce que l'administration a vérifié ce point-là ? Est-ce que l'administration a vérifié tel point ? Est-ce que l'administration a rempli son office de vérificateur ? Et pas du tout ce que fait l'employeur. D'accord ? Donc c'est un point à retenir. Et j'espère que, sans rentrer dans les détails, vous avez bien compris qu'on a les dispositifs unilatéraux PSE, PDV, les dispositifs négociés RCC et GEPP, et les dispositifs qui touchent à la modification du contrat de travail, temps partiel et APC. C'est clair là-dessus, sur cette distinction ? Je te redonne la parole. Ok, alors, on va terminer donc cette première partie par quelques conseils généraux. Alors, hop, voilà. Donc il s'applique à beaucoup des dispositifs, beaucoup de ces négociations, parce que ce qu'il faut dire, ce que vous a dit Roger, si je peux le synthétiser, c'est qu'en pratique, ce qu'a mis en œuvre le législateur à partir de 2017, c'est des moyens de contournement des contraintes qui pesaient sur les entreprises via les PSE. Et en fait, souvent le PSE, c'est vu comme le truc à éviter absolument et par les représentants du personnel, parce que ça a aussi des inconvénients. Mais il ne faut pas perdre de vue que si l'employeur cherche à éviter de faire un PSE et à mettre en place des alternatives, c'est qu'il y a un intérêt. Et le PSE, pour lui, c'est rentrer dans un système qui, même s'il a été allégé en termes de contrôle,
impose ces contraintes de reclassement, d'égalité de traitement. Il y a quand même, c'est quand même un système qui est d'abord très bien balisé par le droit et la jurisprudence, et qui est protecteur du salarié. C'est ça qu'il faut se dire. Bah oui, le salarié, à la fin des fins, il perd son emploi, bien sûr, mais en tout cas, la façon dont ça se fait est davantage protectrice que d'autres cadres. Donc, et quand vous allez négocier sur d'autres dispositifs, il faut bien comprendre que en fait, vous rendez service à l'employeur, et donc que votre signature, elle a un prix. Voilà, et que lui-même, l'employeur, il est motivé par ça. Et donc la motivation de l'employeur, ça a un prix. Et le prix, c'est le fait d'avoir un bon accord. Voilà. Alors, donc, ce qui est important, donc, alors, le premier point, déjà, c'est de tenter d'anticiper. Souvent, vous le sentez quand les choses ne vont pas très bien, y compris l'employeur peut être amené à vous en parler. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez tous les moyens en tant que CSE pour faire le point sur l'entreprise et puis pour obtenir des conseils, pour commencer à baliser le terrain à travers les différentes consultations récurrentes ou d'éventuels droits d'alerte. Le deuxième point, c'est de vous informer donc sur les dispositifs avant qu'ils vous tombent dessus. Donc c'est ce que vous faites aujourd'hui. Parce que certains sont quand même compliqués. Hein, et puis l'entreprise, dans bien des cas, elle avance masquée. On le verra sur certains cadres. Elle ne dit pas tout de suite ce qu'elle souhaite négocier ou dans quel cadre ça pourrait, dans quel cadre juridique ça pourrait s'incarner. Donc le troisième point, c'est de vous entourer en fait. C'est-à-dire que déjà vous sentez que ça ne va pas, l'entreprise commence à discuter avec vous il faudrait faire des adaptations, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ceci ou cela, est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir une négociation où on mettrait tout sur la table. Bon, dès que vous sentez que ça commence à bouger, déjà prenez contact avec vos syndicats, parce qu'ils ont l'expérience d'un certain nombre de négociations, ils ont vu des choses ailleurs. Ils vous donneront tout un ensemble d'orientations qui vous seront bien utiles et de conseils. Et puis, vous avez vos experts et vos avocats. Ne tardez pas, et en particulier s'il y a un PSE, à vous faire accompagner, parce que sinon, vous risquez de faire des erreurs qui peuvent être irréversibles. Donc, il y a la question de la loyauté de l'entreprise. Alors, sur les PSE, elle s'est peut-être un petit peu érodée, mais de façon générale, c'est une notion qui est utile dans toutes les négociations. Et un certain nombre de CSE arrivent à mettre en cause et à utiliser ce concept. Voilà. Donc rallier la DRITS. Donc la DRITS, c'est les services déconcentrés du ministère du Travail. C'est eux qui vont autoriser la mise en place des accords, que ce soit par exemple RCC ou APLD ou aussi PSE, bien sûr. Alors, l'administration, elle n'est pas de votre côté, mais elle n'est pas non plus totalement du côté de l'employeur. Donc, vous pouvez... Alors, Roger parlait de ces cas extrêmes où on se retrouve avec une catégorie professionnelle par salarié. C'est des cas qui existent moins parce que les entreprises ont fini par comprendre que c'était pas possible de contourner l'égalité de traitement de cette façon-là. Mais bon, il y a bien d'autres sujets sur lesquels sensibiliser l'administration sur un certain nombre de problèmes que pose un plan. Eh bien, ça va vous permettre d'obtenir que l'administration envoie une injonction ou fasse des recommandations à l'employeur ou lui fasse comprendre, par exemple, que les mesures qu'elle annonce dans son PSE, les mesures d'accompagnement d'indemnisation, ne sont pas au niveau par rapport aux moyens financiers du groupe. Et donc, ça passera pas s'ils n'augmentent pas ce qu'ils mettent sur la table. Donc, mais ça, pour obtenir ce type d'appui,
mais parce qu'ils ont quand même une influence qui est importante, eh bien ça suppose d'aller les voir. Donc là aussi, il ne faut pas perdre de temps pour le faire. Et il ne faut pas hésiter non plus à préparer ces auditions avec les experts, les avocats, y compris on peut vous accompagner. Hein. Et moi, à chaque fois, en tout cas, que je suis allé voir les services du ministère du Travail, ça a toujours eu des effets positifs, plus ou moins importants. Mais par rapport au fait de ne rien faire, il y a vraiment une différence. Donc c'est important. Donc la question de l'organisation des négociations et donc notamment de l'accord de méthode que vous pouvez signer en amont des négociations pour vous donner du temps, des moyens, c'est extrêmement important. Il y a tout un ensemble de dispositifs sur lesquels qui peuvent prendre du temps à négocier. Vous pouvez avoir besoin d'informations en tant que négociateur. Vous pouvez, par exemple, les RCC, il n'y a pas de droit à l'expertise qui est prévu par la loi. Mais via un accord de méthode, vous pouvez très bien obtenir d'être accompagné par un expert pour vous aider à qualifier les marges de manœuvre qu'a l'employeur ou tout autre, je sais pas, les conséquences sur les conditions de travail pour ceux qui restent. Tout ça, c'est des choses qui sont envisageables. Alors, il y a un aspect qui est bien souvent un peu négligé par les représentants du personnel, c'est la communication. On ne communique pas à la fin des fins ou au moment où on veut mobiliser. Il faut communiquer dès les débuts et donner de l'information à vos mandants. Il ne faut pas oublier qu'ils vous ont élu. Et donc, que c'est des périodes qui sont très stressantes pour les salariés. Que généralement, ceux-ci, ils sont prêts. Ce qu'ils veulent savoir, c'est s'ils sont concernés ou pas concernés et combien ils vont toucher, éventuellement. Et les premiers qui vont vous mettre la pression, c'est pas la direction, hein, c'est les salariés en tant que négociateurs. Et donc il va falloir y résister. Et pour résister à cette pression-là, il faut expliquer ce que vous faites et expliquer ce que vous cherchez à obtenir. Et il faut communiquer régulièrement pour expliquer votre travail, parce qu'une négociation sur un PSE, ça peut prendre des mois. Et pareil sur les autres dispositifs. Et si vous voulez, si vous arrivez, alors y compris si vous négociez par exemple un APC, un accord de performance collective, et qu'à la fin vous signez un accord qui prévoit une baisse des rémunérations, si vous n'avez pas communiqué avant, ça va faire tout drôle aux salariés. Hein. Ils ne vont pas forcément comprendre ce que vous avez fait. Et donc à la cantine, l'ambiance risque d'être mauvaise. En plus des plats. Non, mais c'est vraiment important. Hein. Donc déjà, pour vous protéger, c'est important. Et puis, bien sûr, pour créer du rapport de force, c'est important. Donc, quand vous êtes sur ce type de procédure de négociation en jeu, identifier des personnes qui sont spécialisées sur la communication avec la salariée et qui vont vous décharger de cet aspect-là, c'est extrêmement important. Donc, alors bien sûr, il y a un truc qui est fondamental, c'est le rapport de force. On ne négocie pas sans rapport de force. Donc ça veut dire qu'il faut le construire. Donc vous le construisez notamment avec la communication, mais aussi avec les aspects juridiques, en pointant toutes les choses trappes et les risques que prend l'employeur. Et il y a souvent bien des leviers qui existent. Voilà, mais pour ça, il faut aussi avoir un avocat qui va vous permettre de mettre en scène la menace et le risque, et donc pousser l'employeur à faire des concessions pour limiter son risque. Parce qu'une chose que détestent les entreprises, c'est les risques. Voilà. Donc il faut savoir en jouer. Donc voilà pour les principaux conseils. Je vous propose peut-être une petite séance de questions, et puis ensuite on va passer rapidement sur chacun des dispositifs pour faire voir l'essentiel. Oui, j'ai deux questions en fait, si vous le permettez. D'abord, dans quel cadre casez-vous la cessation concertée d'activité avec ces systèmes de portage jusqu'à la retraite, la pleine retraite du salarié? Donc, est-ce que c'est inclus dans le PDV ou pas? Et puis, seconde question, donc c'est l'accord de méthode.
Dans quel cadre se refuser à un accord de méthode, vous qui avez cette expérience, puisque nous avons été confrontés, nous, à différents mouvements, donc des syndicats qui ont dit nous refusons l'accord de méthode, d'autres nous l'acceptons, nous le souhaitons. Donc pourquoi refuserait-on un accord de méthode? L'industrie pharmaceutique. Alors, première des choses, la cessation anticipée d'activité, c'est un dispositif qui, en réalité, ressort de la négociation, qui n'est imposé ni par la loi, ni par quoi que ce soit. Donc on peut le mettre dans n'importe lequel des dispositifs. À partir du moment où les parties sont d'accord, c'est une modalité d'éviter le reclassement des salariés les plus âgés. Si vous avez retenu ce que je vous ai dit sur la question des critères d'ordre qui fait qu'on retient normalement dans l'entreprise les salariés les plus âgés, le fait d'avoir le plus de volontaires possible à un dispositif de cessation anticipée d'activité fait que le salarié ne va pas rester dans l'entreprise. Donc c'est de manière polie et propre de séparer des plus anciens. D'accord. Et c'est souvent réclamé, d'autant plus dans l'industrie pharmaceutique. C'est un mauvais plan de l'industrie pharmaceutique, là où il n'y a pas de CAA. Donc c'est un des critères de l'industrie pharmaceutique. Deuxième chose, pourquoi accord de méthode, pourquoi pas accord de méthode? La question de l'accord de méthode, c'est que quand on le signe, c'est que d'une certaine manière, on est engagé dans le processus. D'accord. C'est-à-dire qu'on accepte de rentrer dans la discussion, on est embarqué, d'accord, et on donne des délais à la direction, on donne un engagement sur des délais, sur un process. Donc le fait qu'on soit rentré dans un process, ça veut dire finalement, il y a une acceptation a priori de la réorganisation, d'accord. Donc il y a des syndicats qui ne supportent pas l'idée d'être engagés dans une acceptation préalable de la négociation. De la réorganisation. D'autres qui disent non, c'est plus important parce qu'on peut avoir des délais, on peut avoir des moyens pour les représentants du personnel pour négocier, etc. Et d'autres disent non, je ne veux pas m'engager avec la direction de quelque manière que ce soit pour montrer mon opposition au projet de réorganisation. D'accord. Donc c'est la manière dont on va appréhender la discussion à venir. Alors bien sûr, l'accord de méthode peut prévoir des éléments d'avantages qu'il n'y aurait pas s'il n'y avait pas d'accord de méthode, mais c'est quand même, tu t'es lié dès le départ avec l'employeur sur la réorganisation. En gros, c'est aussi un outil de communication pour les employeurs. J'annonce un plan, mais ne vous inquiétez pas, nous avons des syndicats responsables avec qui nous avons signé un accord de méthode. Donc c'est une manière pour l'employeur aussi de rassurer le corps social. D'accord. Et je voudrais juste, dans les petits conseils qui vous ont été donnés, juste rajouter sur un, qui concerne les experts, et avec qui on met en place, notamment avec le cabinet Sexton, des modalités spécifiques. Mais si vous attendez le rapport de l'expert, quand le rapport de l'expert va être rendu, vous êtes à quelques jours de la vie. Donc ça veut dire que toute la négociation, tout ça a eu lieu. Donc en fait, quelle est l'utilité du rapport d'expertise que vous avez quelques jours avant de rendre l'avis alors que toutes les discussions sont terminées? Ce qui est important, c'est de contractualiser avec son expert le fait qu'il puisse nourrir, et c'est ce que vous faites, nourrir par des notes au fur et à mesure en fonction des sujets. Et c'est plus important que le rapport final, parce qu'au moment où vous en allez avoir besoin, paroxysme de la discussion, parce qu'il y a toujours un paroxysme de la discussion, des tensions dans une négociation de perte sociale, c'est toujours important d'avoir une information traduite, claire, qui vous permette à vous de répondre à l'employeur. D'accord ? Quand vous êtes en négociation à l'aveugle, parce que l'expert va rendre son rapport postérieurement en discussion, on voit bien que il n'y a pas beaucoup d'intérêt à l'expertise, si ce n'est pour les contestations futures. Mais ce qui est important, c'est, je sais que le cabinet Sexton le fait, c'est de voir avec son expert pour avoir des notes au fur et à mesure en fonction de l'avancement des sujets. Et si vous signez justement un accord de méthode, ça me permet de revenir dessus, c'est de bien lier les séquencements d'expertise au rythme des négociations que vous avez vous-même envisagées. C'est-à-dire que si vous discutez par exemple à la réunion 3 ou 4 des catégories professionnelles, j'en sais rien,
C'est juste pour donner un exemple. Ce qui est bien, c'est d'avoir pour la réunion 3 et 4 la première avis de l'expert sur la manière dont ont été construites les catégories professionnelles. Ça peut vous aider. Je suis bien d'accord. C'est ce qu'on fait effectivement, notamment dans le cadre des PSE. Et finalement, le rapport final, c'est juste la collection de toutes les notes intermédiaires. Et ça sert uniquement pour ceux qui voudraient ensuite contester le motif du licenciement économique devant, une fois qu'ils sont licenciés, devant les prud'hommes. Effectivement, donc le rapport d'expertise en lui-même, il faut pas l'attendre. C'est pendant la négociation qu'on est utile, pas à la fin de celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je voulais juste savoir, parce que vous aviez dit le PSE, ça prend un temps, mais en fait, il y a un temps déterminé. Normalement, est-ce que l'entreprise peut arriver du jour au lendemain avec je ne sais pas si c'était toujours pareil, parce que nous, on a eu plusieurs PSE, on sent qu'il y en a un qui s'approche. Est-ce qu'ils peuvent arriver du jour au lendemain, nous mettre une réunion et nous dire, voilà, on met en place le PSE comme ça ? Ils peuvent ouvrir la procédure de consultation à ce moment-là. Et donc, on n'a que 2 mois après. C'est entre 2 et 4 mois en fonction du nombre de salariés. C'est entre 2 et 4 mois, oui. c'est pas 2 mois, parce que j'avais lu quelque part 2 mois. Non, 2 mois, c'est le délai. Parce que ce qu'on a peur, c'est que ça arrive avant les vacances et qu'on se retrouve... Oui, alors, c'est effectivement, les entreprises aiment bien débuter les consultations avant les vacances. On adore ça aussi. Dans ces cas-là, ce que font les organisations syndicales ou les CSE, c'est de geler le mois d'août ou de geler un mois de congé, de façon à ne pas être pénalisé. Parce que on n'a pas le problème du délai qui va nous dire « Ah ben non, mais vous ne pouvez pas... » Enfin, ils peuvent... Parce que c'est unilatéral. En fait, ce qui est inquiétant, c'est que vous dites unilatéral. Quoi. Tout dépend si c'est unilatéral ou si c'est négocié. Les entreprises essayent de négocier parce qu'elles y ont intérêt, généralement. Donc, ça peut... parce que ça diminue leur risque, en fait. Et puis, ça leur donne plus de liberté si elles ont un PSE négocié. Donc, en tout cas, il faut poser la question et essayer d'obtenir ce genre de choses. Il y a pas mal d'équipes qui l'obtiennent. Hein, donc, c'est pas impossible. Mais ceci étant, si vous tombez sur un mauvais coucheur, oui, il y a les délais sont obligatoires. S'il n'y a pas d'accord de méthode, le délai de 2 mois, c'est moins de 100 salariés. D'accord. Au-dessus, ça passe à 3 mois. Et au-dessus de 250, c'est 4. Donc, le nombre, c'est ceux qui sont licenciés. Oui, c'est les suppressions. Donc peu importe la taille de l'entreprise. Disons que si on licencie plus de 100 salariés, on est déjà une entreprise un peu plus de 100 normalement. Donc on n'a pas d'effet de seuil de l'entreprise lorsqu'on passe au-dessus du délai de 2 mois. D'accord. Et ensuite, une deuxième question. On parle toujours de licenciement économique. Si l'entreprise a beaucoup d'argent, ils peuvent, quoi qu'il arrive, faire un licenciement économique. Oui, en France, on peut licencier depuis très longtemps. Ça a toujours été comme ça, hein. Même si on gagne beaucoup d'argent. Hein. Et tout va très bien. On n'a aucun moyen, nous, de contester, de revenir en arrière ou Alors, la contestation du motif économique, elle est postérieure à la rupture du contrat de travail. Mais elle n'est pas antérieure à la rupture du contrat de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contentieux possible sur le motif tant que la personne n'est pas licenciée. D'accord ? Il n'y a pas... Alors, pour simplifier, il y a eu un débat dont les plus anciens se souviennent, de savoir s'il y avait un contrôle a priori du motif qui sous-tendait le plan de sauvegarde de l'emploi. En gros, vous n'avez pas de motif pour mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, j'annule votre plan de sauvegarde de l'emploi. D'accord ? Et il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Paris, suivi très vite d'un arrêt de la Cour de cassation, suivi très vite d'une réforme du licenciement économique qui a basculé le contrôle des plans sociaux du juge, qui était un juge rouge dangereux, à une administration qui était estimée moins dangereuse sur la question du contrôle du motif économique. D'accord ? Alors, juste pour simplifier, si jamais il y avait un contrôle a priori, d'accord, certains disaient, les employeurs disaient, qu'on était dans un contrôle judiciaire préalable des licenciements.
D'accord. Ce qui n'est pas possible. Mais il y a un dossier, d'ailleurs avec Thierry, qu'on a gagné, qu'on avait fait reconnaître, vous n'avez pas le droit de licencier parce que vous n'avez pas de motif économique. Et il arrive que l'administration, parmi la motivation de ces lettres d'injonction, etc., souligne le fait que le motif économique paraît inexistant. Mais ça ne lui permet pas Enfin, elle a quand même une décision à prendre, mais ceci pour dire que de toute façon, le motif économique, il faut l'étudier. Et s'il n'y en a pas, ou s'il est modéré, ça va servir à quelque chose. Parce que, en particulier, les moyens qui seront mis dans les mesures d'indemnisation et d'accompagnement doivent être proportionnés aux moyens financiers du groupe. Donc, de toute façon, il faut le traiter. Et puis, il y a un autre aspect qui est important, c'est que si on arrive à déterminer que, par exemple, les difficultés de l'entreprise sont dues à l'employeur qui a fait des erreurs stratégiques, qu'il est blindé et que tout ça, c'est pour gagner plus de pognon. Si vous voulez, le moment venu, quand ça transparaît dans les tracts, que c'est présenté d'une façon irréfutable, que c'est repris par la presse, ça crée une pression sur l'employeur et c'est utile dans la négociation. Donc de toute façon, même si effectivement ça ne permet pas d'empêcher le licenciement a priori, c'est malgré tout utile de travailler sur tout ça. Qu'est-ce qui m'empêche de saborder mon entreprise? Je saborde mon entreprise puisque j'ai envie de faire un PSE. J'ai envie de faire un PSE, je me débrouille pour saborder mon entreprise. Et comme ça, j'aurai un motif économique qui sera évident. Oui, dans les groupes qui disposent de plusieurs filiales en Europe et qui ont des organisations complexes, mettre un site en difficulté en lui retirant une partie de la fabrication ou des projets, c'est tout à fait envisageable, en fait. Et donc ça se prépare à l'avance. Et quand on veut fermer une implantation, quand on a un groupe international, on retire des productions, des affectations, et donc on vide le plan de charge. Et puis c'est pas le marché qui vide le plan de charge, c'est l'entreprise, c'est le groupe. Et ensuite, il se justifie en disant que vous voyez bien que ça marche pas, la filiale n'est pas compétitive, et donc il n'y a pas d'autre choix que de fermer, quoi. Sans parler de la question du sabordage, c'est plus exactement l'organisation de la fermeture d'un site. Un site industriel, quel qu'il soit, c'est un centre de coût. Puisque c'est pas lui qui vend, c'est à l'intérieur du groupe, il y a une filiale qui va vendre, le groupe la production en elle-même ne gagne pas d'argent, c'est toujours un centre de coût. Bon. Ce centre de coût, il est plus ou moins amorti en fonction de la charge d'activité dont bénéficie ce site. C'est-à-dire s'il tourne à 50%, c'est pas le même coût que s'il tournait à 90%. On voit bien que quand on tourne à 90%, le site, il est plutôt, on va dire, c'est très rentable de faire tourner les machines, etc. Et quand ça tourne à 50%, c'est moins rentable. Donc souvent, quand les entreprises se rachètent un autre groupe, elles répartissent les productions entre les sites dont elles vont récupérer ou pas récupérer dans la fusion. Et elles vont essayer de charger le plus certains sites et d'autres vont être nécessairement déchargés. Et à ce moment-là, ça justifie la fermeture d'un site qui, au fur et à mesure du temps, s'est retrouvé déchargé. Ce qui devient compliqué aujourd'hui là-dedans, dans cette appréciation du motif, ça peut peut-être échapper, mais la loi Macron a dit qu'on ne regarde plus que la question territoriale française. C'est-à-dire qu'on va pas regarder l'ensemble est rentable. Si l'ensemble est rentable, on va regarder le secteur d'activité en France. Et donc, ce qui permet aux employeurs de justifier beaucoup plus facilement, quand ils ont une organisation transnationale, la fermeture des sites français. Ça, c'est pour le motif économique. Hein. Ces procédures, elles sont complexes et il y a aussi des hypocrisies. C'est-à-dire que pour le motif économique, on ne regarde que effectivement la question de la situation de l'entreprise en France, de la situation du groupe en France. Et par contre, pour le calibrage des mesures d'accompagnement et d'indemnisation, on va regarder la situation du groupe, mais internationalement. Hein. Donc finalement, on dit à l'employeur,
On ne veut pas savoir si vous avez raison ou pas de licencier, faites ce que vous voulez. Par contre, si vous avez les moyens, mettez-en une partie sur l'indemnisation des salariés. Globalement, c'est comme ça qu'est construit notre droit. Voilà. On va peut-être passer à l'activité partielle. Ça permettra de prendre les autres questions. Il y a encore des questions générales ? Oui, alors je vais passer 2 questions qui sont posées à distance. Pas mal en fait d'interrogations sur le PLC, le plan de licenciement collectif. Oui. Donc, quelle est la différence entre un PSE et un PLC ? Et sous-entendu, quel est l'intérêt pour une société de passer par un PLC plutôt qu'un PSE ? C'est la même chose, hein. Plan de licenciement collectif et PSE, c'est pareil. PSE, c'est l'appellation juridique en fait, hein. Et bon, ensuite, les entreprises peuvent l'appeler autrement, mais ça, de toute façon, c'est un PSE. Très bien. Autre question de Thomas. Qu'est-ce qui peut justifier un refus de la DRITS de la mise en place d'un plan social ? Alors, plusieurs choses peuvent justifier du refus par l'administration d'homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi. Il peut y avoir le fait que l'employeur ne joue pas le jeu sur l'information et qu'il ne donne pas l'information à son CSE. C'est un des premiers moyens avec lequel la DRIS peut dire que le CSE joue pas l'employeur ne joue pas le jeu, ce qui est assez rare. Deuxième, c'est que les mesures sociales sont insuffisantes par rapport aux moyens du groupe. Ça fait partie du contrôle de l'administration, c'est vérifier la proportionnalité des mesures par rapport aux moyens du groupe. Et donc ce contrôle de proportionnalité, si jamais il est effectué dans un sens défavorable à l'employeur, peut permettre à l'administration de refuser l'homologation du PSE. Troisième point, il peut y avoir la question d'une atteinte à l'égalité de traitement par un défaut d'accord sur les catégories professionnelles, ou en tout cas des catégories professionnelles qui sont tellement petites qu'en fait, en réalité, elles empêchent le jeu des critères d'ordre de licenciement. Et donc, il y a eu récemment un arrêt du Conseil d'État aussi sur la question des critères d'ordre de licenciement, où il y avait été oublié un critère, et le Conseil d'État rappelait que l'ensemble des critères devaient être examinés. Donc les critères d'ordre, le non-respect des règles sur les critères peuvent être une cause de non-homologation ou d'annulation par le juge. Enfin, il y a un point important qui est en train de naître, il y a un nouveau droit qui est en train de naître sur la question du contrôle de l'administration des PSE, c'est le contrôle des impacts en termes de conditions de travail et de sécurité de la réorganisation si jamais elles ne sont pas étudiées par les employeurs, s'il n'y a pas de mesures concrètes qui permettent, j'allais dire, d'amoindrir les conséquences organisationnelles et de sécurité pour les salariés d'un nombre important de suppressions de postes. Ok. Elle est légale. Elle est légale. Il y a une expertise sur les conditions de travail. Oui, il y a même, à la limite, il y a même 3 expertises. Il y a l'expertise sur l'économique, l'expertise sur le social et l'expertise sur les conditions de travail. Mais généralement, c'est une seule désignation d'expert qu'il faut donc choisir un expert qui puisse faire la totalité, c'est-à-dire être à la fois expert comptable et avoir une habilitation santé et conditions de travail. Oui, avant, on pouvait faire... tout à fait. C'est un peu... ça dépend. Mais après, on peut aussi trouver des accords. Là, en ce moment, dans la chimie, justement, on va peut-être avoir une désignation où on va faire travailler un autre expert sur les aspects conditions de travail, parce que c'est le choix du CSE, en fait. Donc, on peut aussi faire de la sous-traitance. Au départ, on choisit un cabinet d'experts et après, on voit avec lui éventuellement ça se gère. Alors, on va passer à l'activité partielle. Alors, après, on va donc passer en revue les dispositifs, hein, je vous l'ai dit assez rapidement, mais vous aurez le support, donc je ne vais pas tout présenter, et je ne vais pas présenter tous les dispositifs. Alors, l'activité partielle, j'en rebond, donc j'en parle parce que c'est un dispositif nouveau. Donc, pour ceux qui connaissent l'activité partielle type crise sanitaire, c'est la même chose, grosso modo. Il y a une seule
enfin, la différence essentielle à connaître, c'est qu'on ne peut pas être en arrêt total d'activité. Hein, c'est-à-dire que la diminution du temps de travail, elle est au maximum de 40%, 50% sur dérogation. Donc ça, c'est la différence essentielle, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il peut y avoir des circonstances qui font que l'entreprise a besoin de s'adapter à une baisse de son plan de charge. Ça peut être, par exemple, des difficultés d'approvisionnement avec les tensions géopolitiques. Ça peut être d'autres choses. C'est censé être des difficultés ponctuelles. Donc, vous êtes, par exemple, si vous êtes une entreprise dans les commerces et que vous n'arrivez plus à rentabiliser vos points de vente parce que soit votre concept il est un peu trop vieux, soit parce que vous avez des concurrents sur Internet qui ont vidé vos magasins, c'est une cause structurelle. Donc vous n'aurez pas accès à l'APLD rebond. Voilà, l'APLD rebond est fait pour, un peu comme pour la crise sanitaire, pour répondre à une situation ponctuelle, à un passage à vide pendant lequel l'entreprise a des difficultés. Et donc, il y a un dispositif qui existe qui fait que on baisse le temps de travail. Et cette baisse du temps de travail, elle est compensée par des financements de l'État qui compensent quasiment la perte, la réduction du temps de travail. Voilà. Alors, c'est-à-dire que la personne qui est, on va dire, à 40% de réduction du temps de travail, il touche moins, sur la partie de son temps de travail qui est réduit, il touche un petit peu moins que les 40%, mais pas très loin, sauf s'il est bien payé. C'est-à-dire qu'à partir de 4,5 SMIC, il y a un plafond qui se met en place. Et donc, là, pour le coup, les baisses de la rémunération deviennent plus importantes. Hein, donc, c'est un dispositif qui, donc, quand on l'applique aux cadres, aux ingénieurs, peut entraîner des pertes de pouvoir d'achat qui sont beaucoup plus importantes que pour les ouvriers, les employés, les techniciens. Voilà. Sinon, ça fonctionne un peu de la même façon. Donc, ça doit être mis en place par voie d'accord. Donc, soit au niveau de l'entreprise, donc via un accord en fait, soit au niveau, soit par la mise en œuvre d'un accord de branche. Donc, il y a un certain nombre de branches qui ont déjà négocié des appels des rebonds, par exemple dans la métallurgie. Donc, l'entreprise peut utiliser l'accord de branche. Et là, sa contrainte se limite à faire une information consultation du CSE. Voilà. Donc, j'ai dit, je pense, l'essentiel. Donc, c'est pour 6 mois renouvelables. Vous avez donc un petit tableau que je ne vais pas présenter, mais avec les avantages et inconvénients à la fois pour les salariés, les représentants du personnel et l'employeur. Alors, le dispositif, il est très attractif pour les employeurs, parce que ça fait quand même une baisse importante de ses coûts. Donc voilà, ça devrait avoir du succès pour les entreprises qui sont concernées par le type de difficulté qui est éligible. Voilà, et bon, sur le plan des procédures, c'est pas affreusement compliqué. Puis il y a l'expérience du Covid, donc c'est un peu le même fonctionnement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la PLD rebond ou pas? Ou est-ce que je passe à autre chose? Oui. APLD, donc activité partielle de longue durée. Oui, moi j'ai vécu la PLD rebond. Enfin, moi non, j'étais au laboratoire d'urgence et les laboratoires de proximité. Enfin, moi c'est Zahir, je suis délégué syndical à Bugroup, laboratoire. Et les activités, comme on dit, sous tension ou d'obligation, tout ce qui est clinique, ont été maintenues. Et les laboratoires de proximité, ils ont connu ce qu'on appelle le chômage partiel pendant, je crois, c'est 2 mois, 2 mois de réduction. Et ça s'est bien passé. C'est les syndicats qui ont travaillé sur la copie avec les employeurs. Ça a été rapide. Et ça a permis aux salariés d'avoir
de la rémunération, mais je crois qu'il y a eu un delta de 16%, si je me trompe. Mais les autres, ils ont une activité normale, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les labos cliniques, rattachés aux cliniques, dialyse, maternité, eux, leur activité n'avait pas baissé, mais il n'y avait pas de... Le rebond est arrivé juste après et on a connu ce qu'on appelle les PCR Covid, là, ça a été l'explosion. Donc ça correspond vraiment à la PLD rebond. Oui, tout à fait. Alors, je précise que une des conséquences de l'appel de rebond quand il est mis en place dans une entreprise, alors on n'est pas obligé effectivement que ça soit mis en forme de façon équivalente dans tous les services de l'entreprise. On peut très bien le mettre en place, par exemple, sur une usine ou tel service, et puis les autres, ils continuent à travailler normalement. Ceux qui sont concernés par l'appel des rebonds, l'employeur, pendant la durée de l'accord, ne peut pas les licencier, ne peut pas mettre en place de PSE, donc de licenciement pour motif économique. Hein, donc c'est une protection. Et puis l'idée qui est sous-tendue aussi, c'est que pendant ce temps où les salariés ont une réduction de leur temps de travail, ils doivent être formés, donc de façon à pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, la prise en charge des salaires est améliorée. L'indemnisation des salaires est améliorée quand les salariés sont effectivement formés. Alors, je vais passer maintenant au PSE. Donc, on en a déjà abondamment parlé, donc, y compris au fait que cette consultation elle est multiforme, hein, il y a le motif économique, hein, il y a ce qu'on appelle le PSE. Alors, le PSE, c'est le document qui contient toutes les mesures d'indemnisation, de reclassement prévues par l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le livre 1. Et puis il y a les conséquences sur la santé et la sécurité des salariés sortants, et surtout restants, parce qu'évidemment vous supprimez 20% des postes. La question intéressante à poser, c'est comment on va continuer à faire la même chose avec 20% des effectifs en moins, hein. C'est souvent un impensé quand même, hein, dans les entreprises. Voilà. Donc le contrôle de l'administration, il existe dans tous les cas, mais il est plus étendu s'il n'y a pas de négociation. Alors, donc, ce que je voulais dire sur les PSE, on a parlé des avantages, notamment en termes d'égalité de traitement. Bon, c'est des procédures qui sont lourdes, elles sont assez intimidantes, à la fois pour les entreprises et pour les salariés, bien sûr, et puis pour les représentants du personnel. Faut savoir que quand vous êtes dans un PSE, vous entrez dans une période intense de votre mandat. Alors c'est à la fois intense, mais c'est aussi très formateur. Donc vous allez apprendre des tas de choses et vous allez être beaucoup en interaction aussi avec les salariés. C'est souvent des choses qui transforment les représentants du personnel et dont ils parlent longtemps après. Voilà. Donc, et il y a des PSE, on peut sortir d'un PSE quand on est un délégué syndical ou un représentant du personnel avec un sentiment de fierté. Voilà. Bon, il y a aussi des PSE qui se passent mal et qui sont assez horribles. Il y a toutes les situations, hein, mais ça se passera d'autant mieux que vous serez entouré, assisté, et voilà, parce que il y a aussi une pression psychologique très forte, hein. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a la pression qui vient de l'employeur et la pression qui vient des salariés. Et vous verrez que l'employeur, il est tout à fait capable d'utiliser les salariés pour vous mettre la pression à vous, représentants du personnel, hein, sur le mode « mais il faut signer l'accord le plus vite possible », c'est ce qu'attendent les salariés. Vous verrez que l'employeur, il cherchera le plus vite possible à faire en sorte que les salariés puissent rencontrer les antennes de reclassement, etc. Parce que lui, il veut les mettre dans la seringue, en fait, hein. Et vous, au contraire, votre comportement, ça sera généralement de dire « ah non, pas tout de suite, il faut d'abord qu'on examine le projet, qu'on négocie. Non, voilà. » Donc, vous verrez que l'employeur,
tout de suite, il va chercher à mettre en œuvre le volontariat de façon anticipée. Bon, et il y a des choses comme ça qui parfois paraissent de bon sens, qui correspondent à des attentes des salariés, mais pour lesquelles vous, en tant que représentant du personnel, vous avez intérêt à dire non dans un premier temps. Voilà. Donc c'est des choses qu'on pourra vous expliquer, que ça se comprend en fait. Il ne faut pas donner des libertés tout de suite à l'employeur et pas se priver des rapports de force, des leviers que vous avez, quoi. Donc c'est des procédures en pratique donc, qui sont très engageantes. Elles sont assez protectrices des salariés, des droits des salariés par rapport à d'autres. Vous êtes très entouré, vous avez donc il y a des expertises qui sont prises en charge entièrement par l'entreprise et donc c'est souvent des procédures qui se passent relativement bien et qui aboutissent à des résultats. Certes, il y a des licenciements, mais généralement votre action, contrairement à d'autres cas, vous verrez qu'elle a plus d'impact que dans d'autres types de consultations. Alors, on va ouvrir une période de questions là sur les PSE. Est-ce que vous avez des questions sur les PSE? J'en profite juste, on avait encore une question sur les APLD. Alors, très rapide de Thierry. Est-ce que l'APLD est possible dans le milieu associatif? Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas, en fait. Voilà. C'était la seule question que j'avais. Et après, pour les PSE, je n'ai pas de retour à distance. Ok, on va avancer. Alors, je vais passer sur le plan de départ volontaire. Ouais. Oui, vous faites encore référence au livre 2, livre 4, etc. Le Code du travail, il est divisé en parties maintenant. Donc il faudrait quand même changer le vocabulaire. Bon, ça reste les mêmes réalités derrière. Alors, on passe donc au plan de départ volontaire. En pratique, je passe dessus parce que c'est une forme de PSE où le contenu se résume à des départs volontaires. Voilà, donc là, pour le coup, vous verrez, c'est pareil pour les RCC, que dans ces cas-là, vous avez une pression qui est encore plus forte de la part des salariés, ceux qui veulent partir en fait. Hein, donc, et ceux-ci viendront vous voir sur le mode j'ai déjà un emploi, je veux partir, pourquoi vous ne signez pas l'accord ou pourquoi vous n'exprimez pas un avis, je vais perdre mon opportunité. Donc c'est des situations auxquelles il faut savoir résister, le temps de vérifier les choses et puis d'essayer d'obtenir une amélioration du contenu. Alors on va passer aux ruptures conventionnelles collectives puisque finalement c'est devenu quand même le mode un peu dominant maintenant des formes de départ volontaire. Donc à chaque fois vous avez mis les références légales. Donc si vous voulez aller chercher le contenu dans le Code du travail qui correspond à chacun des dispositifs, vous avez les articles correspondants. Donc qu'est-ce que c'est qu'une rupture conventionnelle collective? C'est donc un projet de réduction des effectifs basé uniquement sur le volontariat qui se met en place de façon uniquement négociée. Hein, donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'accord, ça n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité pour l'employeur de mettre en œuvre son projet de façon unilatérale, contrairement au PSE. Ça doit aussi contenir, donc, bien sûr, des mesures d'indemnisation des départs, mais aussi de mesures d'accompagnement. C'est donc, ça fait aussi l'objet d'un processus d'acceptation par les services de la DRITS, donc du ministère du Travail. Mais bon, par rapport aux contrôles qui peuvent exister dans le cadre des PSE, c'est des contrôles qui sont extrêmement allégés.
Et donc ça permet là pour le coup d'échapper aux obligations de reclassement et d'égalité de traitement. Un point sur lequel est particulièrement attentive l'administration, c'est que ça ne soit pas un système conçu pour faire partir les salariés les plus âgés. Parce que l'idée, évidemment, les services de l'État ne souhaitent pas que l'UNEDIC vienne financer des espèces de pré-retraite. Donc c'est un point auquel ils sont attentifs. Ça n'empêche pas les entreprises de faire tout ce qu'elles peuvent pour atteindre cet objectif. Voilà. Alors, voilà. Donc le système est intéressant sur le plan financier pour les salariés, hein, puisque les indemnités sont supérieures par définition à ce qui pourrait toucher avec le régime légal, et c'est surtout défiscalisé. Donc il peut y avoir des mesures de reclassement externe, mais c'est à vous de les négocier. Il y a toute la question de l'éligibilité, hein, qui est un élément extrêmement important. Il faut savoir que dans ce type de dispositif, vous négociez tout, hein. Il y a peu de cadre légal quand même. Donc c'est à vous de définir qui peut candidater, comment, dans quelles conditions et avec quel type d'accompagnement. Hein, donc c'est un cadre extrêmement souple. Voilà, il n'y a pas de consultation du CSE, ni d'expertise légale, c'est-à-dire que les organisations syndicales sont théoriquement toutes seules face à l'employeur. Alors ça ne vous empêche pas ni d'en demander une d'expertise, ni de vous faire conseiller par votre avocat si vous en avez un, ou par l'avocat du CSE. Mais voilà, il n'y a rien qui est supposé vous aider, contrairement à d'autres cas type PSE ou APC. Est-ce que vous avez des questions donc, sur la rupture conventionnelle collective ? Toi, tu veux dire quelque chose ? Ok. Est-ce que l'employeur peut refuser la rupture conventionnelle ? Quand le salarié est volontaire, il peut y avoir des clauses qui supposent un double volontariat. C'est-à-dire que le salarié il doit être volontaire, mais il faut, dans certains cas, ce qui est prévu par les accords, c'est que l'employeur aussi doit dire s'il est d'accord pour que le salarié parte. Parce que c'est toujours la même chose. L'employeur, il veut choisir les personnes qui partent. Il n'a pas envie de se retrouver avec soit un service où il n'y a plus personne, soit de perdre des compétences qu'il identifie comme rares et difficiles à remplacer. Donc il essaye souvent d'obtenir ce double volontariat. Et c'est un des enjeux de la négociation que de faire évoluer ce type de choses. Alors c'est rare que l'employeur accepte que n'importe qui puisse partir sans condition, mais ça arrive. En revanche, ce qui est possible de négocier, c'est qu'un salarié qui veut partir, mais que l'employeur, ça lui pose trop de problèmes, eh bien, qu'il parte, mais dans un certain délai, le temps de remplacer la personne. Hein, donc ça c'est des choses qui sont négociées dans les entreprises, parce que ce qu'il faut expliquer à l'employeur, c'est que ça ne sert à rien de retenir quelqu'un qui ne veut plus rester. Hein, parce que la personne, si on lui refuse le volontariat, elle est plus motivée, de toute façon, puis elle va chercher autre chose. Donc il vaut mieux un dispositif type un délai, quoi. Et comme ça, tout le monde est content et les gens restent motivés. Alors, juste pour terminer ta réponse sur ce cas de figure-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un droit pour le salarié à la rupture de son contrat de travail. Il n'existe pas un droit général à la rupture de son contrat de travail. La question qui est posée, qui peut poser des difficultés, c'est de dire le salarié s'est beaucoup engagé parce qu'il pensait qu'il était accessible à une mesure de volontariat et l'employeur refuse au dernier moment sans qu'il se soit motivé. Il y a une jurisprudence assez récente qui dit que l'employeur engage sa responsabilité dans ce cas-là. Mais dans le cas le plus
le plus commun, on va dire en règle générale, c'est que le salarié ne rentre pas dans le spectre des personnes visées par le processus de volontariat. Et donc, ça permet à l'employeur de s'opposer à son départ. D'accord ? Mais alors, ça m'entraîne à une réflexion un peu plus large, quand même, sur laquelle je voudrais vous faire réfléchir lorsque vous êtes confronté à un processus qui repose sur le volontariat. D'accord ? Ce n'est pas simplement la pression de quelques-uns qui veulent partir qui est importante. Lorsque vous êtes un représentant du personnel, il faut tenir compte de l'ensemble du spectre qui vous est soumis. Et dans ce spectre qui vous est soumis, ce qui arrive assez régulièrement, c'est que l'employeur, lorsqu'il présente une réorganisation, soi-disant sur la base du volontariat avec un dispositif de RCC ou de plan de départ volontaire, il vous consulte en même temps sur une nouvelle organisation. D'accord ? Quand on consulte sur une nouvelle organisation, en règle générale, c'est qu'on a déjà établi des suppressions de postes. D'accord ? Et donc, tout le vice auquel vous devez échapper lorsque vous négociez ce type de dispositif, c'est de faire attention en réalité que le salarié soit réellement volontaire. Si je vous supprime votre poste, madame, et que je vous dis, bon, bah, finalement, si tu restes, tu n'auras rien à faire. C'est quoi l'échappatoire ? C'est très courant. Hein. Non, mais bien sûr que c'est très courant. Donc, l'échappatoire, c'est que vous laissez finalement le salarié nu, sans aucune protection. Son poste est supprimé. Il sait que s'il va rester, il n'aura aucune tâche. D'accord ? Donc, en fait, on lui dit, t'es un peu volontaire, mais désigné d'office, comme on disait à l'école ou à l'armée à l'époque. Donc, c'est très, très important de faire très attention à cette question-là, parce que en réalité, ce qui est important dans ces dispositifs, c'est de protéger la question du volontariat. Et la question du volontariat, elle ne se protège que si l'emploi du salarié est protégé. C'est-à-dire que si son refus est garanti. Si après un refus, il se retrouve sans poste, on n'a pas mis en réalité du volontariat dans le dispositif qu'on a négocié. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est vraiment le point qui doit être votre ligne de mire dans la négociation. Parce que, vous l'avez bien compris, l'employeur évite le reclassement interne. L'employeur évite l'égalité de traitement. Mais il reste avec son marché initial. C'est-à-dire qu'il a choisi qui il veut garder. D'accord ? Et en règle générale, on ne veut pas garder le quinquat bedonnant. Je parle pour moi, même si je suis en fin de quinquat. Vraiment toute fin. Tu as surtout beaucoup maigri. Non, mais il faut faire très attention à ça. Vous avez entre vos mains vraiment un outil qui peut être délétère. Parce que le salarié qui reste, si jamais il reste après, vous imaginez dans quelle situation de risque psychosocial vous le laissez ? Et j'ai vécu beaucoup d'entreprises, et notamment des grosses dans le secteur de la pharmacie, où le salarié, il devenait fou. En réalité, il y avait beaucoup, parfois même des tentatives de suicide. Mais parce que vous êtes sans emploi dans une organisation. C'est-à-dire vous arrivez le matin, vous n'avez rien à faire. Et donc, c'est vraiment un outil qui est entre les mains des représentants du personnel où il faut maîtriser la question de l'expression du volontariat. D'accord ? Et il y a plein de techniques, il y a plein de modalités à mettre dans l'accord qui permettent à minima de respecter ça. D'accord ? Il y a des en tout cas, sachez une chose, que si l'employeur ne respecte pas à minima cette question du volontariat, mais volontariat réel, il ne faut refuser de signer, parce que c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Après que l'employeur passe en unilatéral et choisisse, et là, ok, il a fait son choix, il y a des critères d'ordre, éventuellement on peut attaquer parce qu'il n'a pas respecté l'égalité de traitement, c'est l'employeur qui décide. Mais là, vous allez être le co-déterminant du fait que son poste est supprimé dans l'organisation, pas syndicale, mais dans l'organisation. Et donc, en fait, il n'a pas d'autre choix que d'être volontaire. Et donc, on voit bien que la notion de volontariat est pervertie. D'accord ? Voilà, je voulais attirer. Et juste pour vous prendre, vous avez tout à fait raison sur partie 1, partie 2, partie 3, partie 4 du Code du travail et qu'on devrait. D'ailleurs, il est nul, il n'est pas updaté.
Ça date de 2008. Mais, ceci étant, pour sa défense, et je le défends pas souvent, pour sa défense, les articles sont restés avec la même numérotation L1224, donc c'est livre. Oui, c'est L. Oui, c'est L, mais c'est L1. Donc, c'est pour ça que c'est resté dans le langage courant, mais vous avez raison. Il faut écouter la modernité et ne pas rester un mec du passé. Il ne faut pas être un homme du passif. Donc, la question est importante, mais je vous en prie sur l'autre. Non, je passais à autre chose là. Mais bien sûr. C'est-à-dire, si l'employeur résiste et si le poste est toujours supprimé, imaginons que le salarié soit toujours dans l'entreprise. Est-ce qu'on pourrait aller voir le juge pour une obligation de faire sous astreinte? Alors, la question, on pourrait aller voir le juge pour obligation sous astreinte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez, je ne suis pas tout jeune, mais pour avoir vécu beaucoup de réorganisation, la réorganisation, c'est un moment de grande tension dans l'entreprise. D'accord ? C'est un moment qui va occuper le temps essentiel du représentant du personnel. D'accord ? Une fois que l'avis a été donné, je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de collectif qui se met en place. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous assure, et le suivi des PSE après, le suivi des réorganisations après, c'est peut-être la chose la plus lâche que j'ai jamais vue. Plus lâche, relâché, pas lâche peur. C'est vraiment... les gens ont envie de passer à autre chose. Il y a eu un traumatisme, ils ont envie de passer à autre chose. Alors, c'est vrai qu'on pourrait aller voir le juge, mais souvent... le salarié reste seul. Et s'il a fait le choix de rester dans cette organisation parce que finalement, s'il se retrouvait sur le marché de l'emploi, ça pouvait être une catastrophe pour lui. S'il a fait ça, il n'a plus envie d'attirer l'attention. Enfin, vous allez avoir quelqu'un qui est en vraie situation de souffrance et qui à un moment donné, on va lui dire finalement, je te donne cette tâche. Et qu'est-ce qu'il va dire le salarié si on lui donne une tâche qui ne lui correspond pas ? Vous voyez un peu toute la perversion qui peut exister dans le travail où on donne les ordres, on va dire fais ceci, fais cela, et on va le mettre dans une situation vraiment très très délicate. Je vous le dis d'expérience, mais non, effectivement, on pourrait à l'extrême dire vous ne respectez pas votre obligation de faire. Vous avez raison. Mais le temps d'aller voir le juge, etc., ça prend du temps, ce qui peut être intéressant. Par contre, c'est peut-être de mettre le salarié sous enquête. C'est-à-dire de faire une enquête du membre du CSE. Vous savez, l'article 2312-59 du Code qui prévoit une enquête en temps d'atteinte à la santé mentale et physique qui pourrait ressortir de l'absence justement d'affectation, etc. Et vous savez qu'il y a la possibilité pour le délégué de mettre une enquête... En la forme du référé. Et on va aller saisir après en la forme des référés. Là, ça peut être effectivement, plus que d'aller saisir le juge ab initio, ce serait passer par cette enquête pour après... saisir le juge, je pense que ça aurait plus d'efficacité. Et n'oubliez pas, et ça c'est un conseil général que je donne, très 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 important, votre rôle de représentant du personnel, c'est toujours de mettre en lumière ce qui est caché. D'accord ? Vous êtes en gros des sortes de caméras dans les commissariats. D'accord ? Une caméra dans le commissariat, ça n'arrête jamais les coups, mais il y en a moins. On ne sait pas pourquoi. Donc vous êtes ce projecteur-là. Et donc, à chaque fois que vous voyez de situations similaires à ça, il faut absolument que vous mettez de la lumière, parce que l'arbitraire a peur de la lumière. D'accord ? Donc, premièrement, faites attention, plutôt préparez la question du salarié sans emploi au moment de la négociation de la RCC ou de la GOPP, d'accord ? Ou du volontariat. Faites très attention à ça, parce que, bien évidemment, aujourd'hui, les employeurs ont très bien compris que pour éviter l'égalité de traitement, pour éviter le droit au reclassement, il fallait absolument passer par un de ces dispositifs. D'accord ? Ce dispositif, sa base, son fondement, ce pourquoi il est accepté, je ne parle pas du PDV, on pourrait faire un point sur le PDV, mais ces dispositifs, ils sont acceptés parce qu'il y a le double contrôle du volontariat. Contrôle par l'organisation syndicale et contrôle par le salarié qui est volontaire à sa propre rupture. D'accord ? Donc on se dit, dès lors que le syndicat a signé et dès lors que le salarié est volontaire, finalement il n'y a plus besoin d'avoir aucun contrôle. Or c'est faux. Votre contrôle à vous, ab initio, est essentiel. Et puis il y a autre chose aussi que vous aurez à gérer, c'est pas seulement les salariés qui restent dans l'entreprise alors qu'ils n'ont plus d'occupation, c'est aussi ceux qui sont pas très très loin d'être éligibles, mais qui peuvent pas partir parce qu'ils sont pas éligibles et qui sont frustrés.
Donc voilà, alors il y a des choses qui peuvent se négocier et qui permettent de résoudre certains cas. Si par exemple, avec des jeux de taquet, quelqu'un qui accepte de partir à la place de quelqu'un d'autre et puis une autre personne le remplace. Bref, on peut trouver c'est pas très concret ce que je dis, mais on peut trouver des solutions pour, dans un certain nombre de cas, trouver un peu de flexibilité, parce que c'est toujours la même chose. Garder des gens qui ne rêvent que de partir et de toucher un chèque, parce que bon, il ne faut pas être naïf, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est souvent la façon dont on peut résoudre les problèmes avec l'employeur, mais ça suppose de mettre en place des commissions qui vont suivre l'exécution de l'accord et résoudre les problèmes que celui-ci posera. Et voilà. Mais il faut encore effectivement s'investir dans le suivi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois un petit peu défaillant. Alors, c'est bon ? Peut-être juste 2 questions assez simples à distance, qui ne reste plus beaucoup de temps. Une question de Christine qui demande si l'administration peut rejeter une RCC et la requalifier en PSE. Est-ce que ça peut être décidé par un juge ? Alors, le seul exemple qu'on a pu voir d'une RCC rejetée par un juge, pas tout à fait par l'administration, mais finalement par le juge administratif, c'est la RCC qui a été utilisée pour la fermeture d'un site. Parce que là, en réalité, on voit bien qu'il n'y a plus de volontariat. Où est la notion de volontaire si on ferme le site? Donc cette notion-là est importante. Et je voulais vous dire aussi un point qui est très très important, parce qu'on va l'oublier, parce qu'on va être pris par le temps, mais qui me semble essentiel. C'est que vous allez voir, vous êtes présenté dans quelques minutes, le dispositif de GEPP. D'accord ? Le dispositif de GEPP peut prévoir aussi, et il est surtout prévu pour ça aujourd'hui, des reclassements externes, c'est-à-dire en gros des ruptures du contrat de travail, pour faire simple. La question, c'est la grande difficulté, ça va être à quel moment on accepte ou pas la mise en place d'une détermination des postes sensibles, c'est-à-dire de ceux qui peuvent partir. Parce que là encore, vous savez que dans une GEPP, vous allez avoir... On va vous dire, voilà, il y a des services, il y a des activités qui sont des activités qui mériteraient d'évoluer, dans lesquelles les salariés ne seront plus adaptés à terme. Ce qu'on appelle la notion de poste sensible. Je ne sais pas si vous avez eu déjà cette notion-là, ça vous a alerté quelque part. La question, là encore, vous imaginez bien que c'est unilatéralement l'employeur qui va décider quels sont ou pas les postes sensibles. Ce n'est pas les syndicats qui vont décider ça, d'accord ? Et le déroulé, on peut dire, voilà, j'ouvre une séquence vous avez signé un accord de GEPP sur 3 ans, j'ouvre une information consultation en disant, tel service, c'est des postes sensibles pour moi. Donc vous perdez toutes les protections du PSE, tout suivi des procédures, et vous arrivez avec des salariés où on vous dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je réorganise ce service, je supprime des postes, mais je traiterai tout par la GEPP. Et donc, vous êtes dépossédé du suivi de l'application des mises en cause de l'emploi. Donc, il faut faire très, très attention lorsque vous négociez un accord de GEPP. C'est les méthodes de déclenchement des ruptures du contrat de travail. Je ne sais pas si je suis clair ou je vous parle chinois. C'est chinois ou pas? Non, on va y revenir de toute façon. On va y revenir. C'est très important. Tout à fait. D'ailleurs, comme pour les RCC, les GEPP avec des congés de mobilité, donc de la mobilité externe, on les trouve en fait dans les grosses entreprises généralement, qui ont pas mal de moyens financiers, parce que forcément, ce qui compte pour faire partir les salariés, c'est le montant du chèque, mais aussi ce que tu as évoqué, la pression qu'on met sur les salariés en tant que manager, en tant qu'entreprise, pour lui expliquer qu'il est fini, quoi. Il vaut mieux qu'il parte. Donc, c'est malheureusement des choses qui sont assez courantes aujourd'hui. Alors, on va en venir donc aux APC, donc plus courants que ce qu'on pourrait croire. C'est des accords qui font l'objet de très peu de publicité. Donc, ils sont d'ailleurs pas déposés sur la base des accords d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accord de performance collective ?
c'est un accord qui permet en fait de forcer le contrat de travail, c'est-à-dire de revoir toutes les clauses dites essentielles du contrat de travail, donc la rémunération, le temps de travail, la nature de l'emploi occupé et même et aussi la localisation, sans que le salarié ait son mot à dire, par voie d'accord. Donc et ceci sans qu'il y ait de contexte particulier dans l'entreprise. Ce qui est requis par la loi, c'est que l'accord, il doit répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise. Alors autant vous dire qu'une telle définition, vous pouvez mettre, ça veut dire que vous pouvez déclencher un APC dans n'importe quel contexte, que l'entreprise aille bien ou pas, qu'elle ait des difficultés conjoncturelles ou structurelles. En fait, c'est extrêmement accueillant et c'est pour ça que les APC qu'on voit sur le terrain, ils sont faits dans des contextes très divers, des fois pour gérer des rapprochements d'entreprises et l'harmonisation du statut collectif, et des fois pour baisser le coût du travail ou faire partir des gens. Alors, donc, c'est un accord donc, qui prévoit à durée déterminée ou indéterminée. Alors, on pourrait penser que ce type d'accord est censé répondre, c'est les anciens accords de compétitivité en pratique, est censé répondre à des difficultés ponctuelles, mais en pratique, les 2/3 des accords sont à durée indéterminée. Donc ce n'est pas des cas qui... le cas des difficultés ponctuelles et pas du tout le cas dominant. Et en pratique, donc... je vous l'ai dit, le salarié ne peut pas s'y opposer. On est dans le domaine des accords qui sont coercitifs. À partir du moment où vous avez signé ce type d'accord dans l'entreprise, le salarié se voit imposer son application. Mais il peut malgré tout dire je ne veux pas, ça ne me convient pas. La baisse de rémunération de 10%, le déplacement dans une autre agence qui est à 70 km, alors que j'ai une clause de mobilité restreinte dans mon contrat de travail, ça, je ne veux pas. Et dans ce cas-là, l'employeur peut dire « Ok, mais dans ce cas-là, je te licencie. » Et je te licencie sans qu'il y ait de PSE. Même s'il y a 100 personnes qui lèvent la main et pour dire « Je ne veux pas y aller », je ne veux pas de ces modifications, eh bien, ils seront licenciés sans PSE et donc à un coût qui est réduit à ce que prévoit la loi et la convention collective, donc un coût minimal, et sans qu'il y ait besoin d'aucune mesure de reclassement, interne ou externe, et sans qu'il y ait des indemnisations additionnelles. Et ce licenciement, c'est un licenciement sui generis, c'est-à-dire que sa cause est liée au refus de l'application d'un accord. Il n'est pas contestable. Il y a des tas d'organisations syndicales qui, dans certains contextes, ont essayé de contester ces licenciements. Elles ont été à chaque fois déboutées. Donc, c'est pour ça qu'on parle de double effet qui se coule pour les APC, parce que pour l'employeur. Parce que quand vous êtes l'employeur, vous arrivez à négocier ce type d'accord. Vous allez avoir donc non seulement pour l'ensemble des salariés qui restent une baisse du coût du travail, ou au sens large, ou une flexibilité plus importante. Et en plus, c'est le deuxième effet qui se coule, vous allez avoir une proportion des salariés qui vont refuser l'application de l'accord. Donc, contrairement au PSE où vous ne gagnez que sur ceux qui quittent l'entreprise, là, vous gagnez sur ceux qui quittent l'entreprise et sur tous ceux qui restent, dont le statut est raboté. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors les organisations syndicales, elles n'aiment pas trop, évidemment. Mais vous avez vu, il y a quand même beaucoup d'accords chaque année qui sont signés dans des entreprises de taille variable. Alors, le gros enjeu, la grosse problématique, c'est de repérer que vous avez affaire à un APC. Parce que l'employeur, il ne va pas venir vous dire si on négocie un APC, il ne va pas la jouer de façon très transparente. Donc, il va vous dire on a des problèmes, il faudrait peut-être
faudrait peut-être faire des efforts collectifs pour éviter de faire un PSE. Et donc, je vous propose ceci, cela. Voilà. Si vous avez le sentiment qu'on vous parle de raboter votre statut, les rémunérations, d'étendre les clauses de mobilité, etc., que ce soit sur une durée déterminée ou pas, en fait, à la fin de la négociation, ça va s'incarner dans un APC avec ce que je vous ai dit comme conséquence pour les salariés. Donc, mais ça, l'employeur, il ne le dit pas. Donc, faut quand vous entendez ce type de musique, en fait, il faut poser la question clairement pour savoir dans quel cadre vous êtes. Et à partir du moment où vous savez que vous êtes dans un cadre qui peut aboutir à un APC, donc l'APC, il est défini par l'article L2254.2 du Code du travail, et vous avez y compris accès à un expert pour vous aider à négocier. Mais comme la plupart du temps, vous n'êtes pas informé que vous êtes en train de négocier des dispositifs qui peuvent s'incarner dans un APC, eh ben, en fait, nous, on fait très peu de missions sur les APC. Et donc, vous n'êtes pas assisté. Donc, c'est une négociation qui est... Alors, il peut y avoir des accords de performance collective qui sont tout à fait adaptés à la situation d'une entreprise et qui sont équitables et équilibrés. Hein. C'est pas... Mais c'est une négociation qui est quand même... Enfin, qui est une aventure. Il y a l'administration du travail n'intervient pas. Hein, donc, vous êtes quand même tout seul face à l'employeur. Et face aux salariés aussi, quand vous devrez expliquer les résultats de votre négociation. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, parce que c'est des choses qui sont possibles dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a quelques questions sur les APC, puis après on passe à la GEPP? Oui. Vous nous proposez un accord de GEPP et ils nous ont dit oui, on va rajouter des clauses, vous allez voir, c'est un document simple, tout et tout. Sauf que depuis quelque temps, nous sommes en contentieux, on va faire peut-être appel à Maître Cosca sur un gros dossier qui s'appelle Bugroup France et Bugroup Île-de-France, sur les non-respects du droit des salariés à tout point de vue. Et c'est vrai que aujourd'hui même, ils sont en train de dire oui, alors pour les accords, on décale un peu la date, parce qu'on va reprendre un petit peu nos items. Ils ont vu qu'il y avait une tempête qui leur arrive. Et la GEPP, comme vous dites, j'ai l'impression qu'elle ressemble à un PSE ou un accord de performance collective. Parce que je sais que ceux qui ont plus de 60 ans, ils essaient de nous faire comprendre que on va les foutre dehors, quoi. On va les mettre en temps partiel, on va les mettre dans des services où c'est moins difficile et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est un placard, un mouroir qui se met en place. Et c'est pour ça que nous, à la CFDT, enfin, les deux syndicats et nous, la CFDT, moi j'ai dit, écoutez, de toute façon, il y aura un protocole de désaccord qu'on va mettre en place parce que c'est quand même, ça ressemble beaucoup à un accord de performance collective. Alors, effectivement, un APC, des dispositions APC peuvent être incluses dans un accord GEPP. Hein. Donc, mais dans ce cas-là, il y a la référence à l'article du Code du travail que j'ai cité, le L2254.2. Voilà, la GEPP, c'est une négociation qui peut embarquer beaucoup de choses. Hein. Donc, c'est une négociation donc, à fort enjeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les APC? Bernard? Une petite remarque, parce que j'ai traité un cas qui me paraît exceptionnel, mais je ne sais pas si vous avez vu l'équivalent. Un accord APC qui a été validé, enfin qui a été signé par un CSE, et ensuite qui a été dénoncé par un délégué syndical qui s'est fait désigner. Et donc contentieux, bon, l'employeur a perdu pour l'instant, mais ça a l'air assez exceptionnel, intéressant d'ailleurs, parce que l'accord revenait à ne rémunérer les heures sup que 10% pour la totalité, donc un engagement, enfin des économies énormes pour l'employeur, quoi. Merci. Il y a beaucoup d'APC
C'est aussi, il faut avoir en tête que la signature des APC, c'est pas toujours les accords qu'on croit, c'est souvent des accords aussi d'adaptation de statut. C'est utilisé pour l'adaptation des statuts, pour dire que tous les salariés sont au même statut sans avoir besoin comment s'appelle, d'avoir à chaque fois des processus de dénonciation qui sont compliqués. Donc ça sert aussi beaucoup aux employeurs, aux syndicats pour uniformiser les statuts. C'est pas toujours. Si vous négociez un APC, les questions qu'il faut avoir en tête, c'est surtout quels sont les sacrifices des organes dirigeants, d'accord ? Et deuxième point qui est essentiel, c'est la question du retour à la meilleure fortune. Si jamais vous signez ces accords, ça veut dire que vous êtes d'accord à peu près avec le constat, c'est qu'il doit y avoir un sacrifice quand même des organes de direction qui demandent aux salariés de se sacrifier. Et deuxième point, vraiment assurer, parce qu'on n'a pas encore de jurisprudence là-dessus, quelles sont les conditions de retour à meilleure fortune une fois que l'accord cesse ses effets. Est-ce qu'on reste au salaire amoindri ou est-ce qu'on retrouve le salaire qu'on avait avant l'application de l'accord ? Oui, et c'est peut-être des clauses qui malheureusement sont facultatives. Mais qui sont tout à fait, c'est absolument essentiel. Alors, on va terminer par la GEPP. Donc on a largement abordé le sujet. Alors il faut rappeler quand même que avant d'être une négociation qui peut préluder des départs faits suivant des formes qui permettent à l'employeur d'échapper à un certain nombre de contraintes, c'est aussi une négociation qui, et c'est son origine, qui a pour vocation d'organiser l'évolution des compétences des salariés dans l'entreprise, le développement de celle-ci, de la formation, d'accompagner la progression des entreprises dans leur carrière au sein de l'entreprise. Mais effectivement, c'est devenu une négociation de plus en plus accueillante pour organiser des départs. Donc on a parlé du fait que les APC pouvaient être dedans, mais donc il y a aussi cette question des congés de mobilité et des plans de départ volontaires qui peuvent se mettre en œuvre. Alors d'une façon d'autant plus pernicieuse que quand vous négociez la GEPP, vous négociez à froid, donc tout va bien, on ne vous parle pas du fait que tel ou tel service va fermer ou que telle ou telle catégorie professionnelle va avoir des difficultés dans l'avenir. Et puis ensuite, c'est lors des avenants annuels ou des consultations, notamment dans des consultations récurrentes, qu'on vous informe que cette année, la liste des emplois sensibles, ça va être celle-là. Et là, vous découvrez que toutes les personnes qui sont dans les emplois sensibles, qui sont ciblés, vont pouvoir utiliser des mesures d'accompagnement au départ qui sont prévues dans l'accord, avec potentiellement aussi la question d'un départ volontaire indemnisé dans le cadre du NRCC ou d'un autre dispositif. Voilà, et on observe trop souvent, y compris des négociateurs qui discutent de la GEPP sans avoir de connaissances suffisantes des orientations stratégiques de l'entreprise. L'entreprise, ça ne la dérange pas de faire des consultations sur les orientations stratégiques réduites au budget de l'année prochaine, donc ce qui ne vous donne pas quand même une excellente visibilité. Et parallèlement de négocier des GEPP qui prévoient sur une période de 3 à 4 ans la possibilité de faire partir des personnes. Donc l'entreprise, elle sait ce qu'elle va faire, mais elle ne le partage pas avec vous. Et puis c'est seulement après que vous vous rendez compte de quelle est la couleur de la copie, quoi. Donc c'est là où il faut être extrêmement attentif dans la négociation, parce que comme vous ne savez pas en fait qui ça pourrait concerner, forcément vous ne savez pas si ça concerne des emplois des personnes qui auraient du mal à retrouver un emploi en particulier, parce que tout le monde c'est pas la même chose qu'on ait à 40 ans et qu'on travaille dans la région parisienne et qu'on a 50 ans et qu'on est dans un site de province en termes de trouver un autre emploi.
Et ça, vous ne le savez pas quand vous négociez à froid, qui c'est susceptible de concerner. Sauf si vous avez une visibilité souvent suffisante des orientations stratégiques de l'entreprise et des points de fragilité qu'elle a identifiés. Voilà. Ouais. Alors, juste 3 mots sur la question de la GEPP. 3 mots vraiment importants à retenir. Les accords de GEPP, ils sont souvent présentés comme des accords facilitant le repositionnement interne des salariés, et vous allez avoir dans un accord de GEPP, on va dire, un accord qui fait 60 pages, vous allez avoir 50 pages sur les modalités de repositionnement interne, une commission des métiers, une commission de tout ce que vous voulez. D'accord ? Moi, j'ai rarement vu des gens évoluer dans l'entreprise sur la base d'un accord de GEPP. Jamais. Bon, ça peut arriver, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais on évolue dans l'entreprise parce qu'on est détecté, parce qu'il y a des systèmes internes de détection, mais jamais, rarement en tout cas, par un accord de GEPP. Donc les 40 ou 50 pages de l'accord de GEPP consacré au reclassement interne, bon, c'est pas bullshit, mais presque. Deuxième point. La question, encore une fois, vous avez vu depuis le départ, la question, ça va être la question du volontariat. Vous savez que les gens peuvent partir dans la GEPP s'ils sont volontaires. Mais on revient exactement aux mêmes explications que pour la RCC. Est-ce qu'on est vraiment volontaire si on peut indiquer que ton poste est supprimé dans l'organigramme? Et quand vous signez des accords pour 3 ans, les modalités de déclenchement de la GEPP, c'est-à-dire à quel moment, on va dire, un salarié peut partir, et donc c'est-à-dire à quel moment son emploi est mis en cause, ça va être un élément déterminant de votre travail de représentant du personnel. Là-dessus, c'est fondamental. Vous devez vérifier qu'à toute occasion, le départ du salarié ne peut être fondé que sur du volontariat et non pas sur une suppression préalable de son poste. C'est ça qui est très important à retenir. C'est lorsqu'on dit emploi sensible, est-ce que ça signifie que l'emploi a disparu? Si vous dites l'emploi a disparu, si c'est écrit d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que l'entreprise peut faire disparaître des emplois, quitte à elle, charge à elle de les repositionner, c'est que vous laissez le salarié sans emploi à un moment donné et donc en situation de fragilité extrême. Donc c'est dans ces dispositifs de volontariat, vous devez être toujours attentif à ça, qu'il n'y ait pas de suppression préalable du poste. Voilà, c'est le mot que je voulais vous donner aujourd'hui sur la question du volontariat. C'est vraiment l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de suppression préalable. Ou alors, à combien elle coûte? Combien elle est estimée? Parce que ça veut dire qu'on n'a pas respecté le reclassement interne, qu'on n'a pas respecté l'égalité de traitement. Donc ça ne peut pas être une rupture à moindre coût. Voilà pour les principaux éléments. Merci Roger. Donc on va prendre quelques questions sur la GEPP s'il y en a. Et puis sinon, je dirais un dernier mot. C'est bon? Bien. Bah donc, alors en conclusion, donc, un point qui est revenu en filigrane sur un certain nombre de présentations de dispositifs. Il y a la question des conditions de travail et notamment de l'évolution des conditions de travail pour ceux qui restent. C'est un point qui est souvent négligé et pourtant il est essentiel. Donc voilà, il faut y penser et c'est aussi souvent un levier pour tenter d'améliorer les projets et aussi mobiliser les salariés. Donc ne l'oubliez pas. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre participation et à vous proposer donc un autre événement qui aura lieu sur un thème complètement différent à la rentrée. Et qui sera sur, alors je n'ai pas présenté Transco, sur les nouvelles directives sur la transparence salariale et la façon dont ça va se décliner donc, en France, donc, le jeudi 18 septembre, voilà, toujours avec Brice Coscas et la collaboration de Miroir Social, donc représenté dans ce salon aujourd'hui. Par Rodolphe. Merci beaucoup.